Bon, écoutez, a priori, les participants sont là. On va donc pouvoir commencer. Alors, si vous voulez montrer vos visages, surtout n'hésitez pas, hein, histoire qu'on partage un peu la joie et la bonne humeur qui vont entourer tout ce webinaire ce matin. Voilà. N'hésitez surtout pas alors à poser des questions, bien évidemment. On est sur un petit nombre de participants, ce qui est donc assez agréable et ce qui va permettre d'avoir un échange. Voilà. Donc, prenez la parole, posez des questions par écrit. N'hésitez pas à me dire si je ne vois pas les questions par écrit. Voilà, puisque l'informatique est telle que pour vous partager quelque chose, lire en même temps, expliquer, partager, lire, gérer, tout, voilà, il peut y avoir quelques petites problématiques. Donc surtout, n'hésitez pas. Voilà, ce sera le mot du jour. Ne pas hésiter. Voilà, alors, petit webinaire ce matin, petite heure, un tout petit peu moins, on verra en fonction des questions, sur la préparation des élections professionnelles, qui va donc être un moment clé dans l'entreprise. Et donc, Sésame va proposer de vous accompagner en tant qu'élu sur ce moment clé du renouvellement du CSE ou de la mise en place, peut-être pour certains, afin de déjouer certains pièges, d'accompagner aussi l'entreprise dans cette période assez compliquée. Alors, si on se met d'un côté employeur, on va le faire que très, très peu de temps, hein, rassurez-vous, puisqu'on n'est pas là pour expliquer à un employeur comment on met en place les élections, mais si on se met quand même d'un côté employeur, côté direction, la préparation d'élections est un très gros travail dans l'entreprise qui peut être fortement complexe. Voilà. Donc, des erreurs sont possibles. Voilà, même avec toute la bonne volonté du monde, on peut se tromper vu la complexité juridique. Et d'un point de vue, bien évidemment, CSE, un grand enjeu ici, le renouvellement et la motivation des troupes pour adhérer à ce collectif qui est donc le CSE de l'entreprise. Voilà. On va essayer de faire un petit tour d'horizon très rapide hein, sur justement ce que sont les élections professionnelles dans l'entreprise. Voilà. Donc, nous, on va vous proposer hein, justement de vous accompagner ici par 2-3 éléments et puis ensuite éventuellement d'aller plus loin avec vous si vous le souhaitez dans la démarche. Voilà. Alors, je vous propose de commencer tout de suite, très rapidement. Alors, voilà, bien évidemment, mon support ne fonctionne pas. Si, ça y est. Voilà. 5 petites parties ce matin. On va voir comment on met en place le CSE donc au niveau du périmètre de mise en place du CSE. Est-ce qu'on est dans l'entreprise? Est-ce qu'on est dans l'établissement? Est-ce qu'on a plusieurs CSE? Un seul? Un CSE central? On verra si oui ou non il faut le remettre en place. Des questions qui peuvent être intéressantes. Mes ETP ont diminué dans l'entreprise. Dois-je toujours avoir un CSE? On verra également comment on le met en place, comment les élections permettent de négocier quelque chose au niveau de la mise en place des mandats. Est-ce que ce sont les mêmes élus qui peuvent se représenter? Voilà. Les conditions, bien évidemment, pour être électeur et éligible, et le déroulement du vote qui permettra eh bien, de nommer les élus dans l'entreprise. Voilà les 5 petits points assez rapides que l'on développera sur cette petite heure de webinaire. Voilà. Je vous propose donc de commencer tout de suite par le niveau de mise en place du CSE. Alors, vous êtes certainement déjà tous élus, ou certains d'entre vous, en tout cas, assistent les élus. Voilà. Et donc, la mise en place du CSE, vous avez un périmètre qui va être déterminé. Le périmètre, normalement, c'est l'entreprise. Dès lors que vous êtes dans une seule entité, c'est l'entité qui met en place le CSE. Mais il se peut que vous soyez dans des structures plus complexes au niveau juridique, au niveau droit des sociétés, et qu'il y ait donc des établissements distincts. Si aujourd'hui vous êtes en CSE unique d'entreprise, demain vous ne le serez peut-être plus, l'entreprise pouvant moduler cette notion d'établissement distinct ou sa structuration juridique. Ça, on va le revoir juste après. C'est négocié au niveau du protocole d'accord préélectoral par les syndicats notamment, ou c'est mis en place unilatéralement par l'employeur qui décide
si oui ou non, vous êtes dans un établissement distinct ou pas. Alors, la notion d'établissement distinct, elle est assez simple juridiquement. Dès lors qu'une entité possède un pouvoir d'autorité, sur le personnel, donc pouvoir notamment de recruter, de licencier, de gérer le personnel, globalement, cette entité-là devient un établissement distinct. Et qui dit établissement distinct, dit mise en place d'un CSE distinct dans cet établissement. Exemple très simple, votre siège social est à Strasbourg. Admettons que vous soyez dans le milieu du commerce, donc plusieurs établissements, plusieurs boutiques. Eh bien, on va pouvoir avoir un CSE central au niveau du siège, avec éventuellement un CSE au niveau du siège, un CSE d'établissement au niveau du siège, qui est lui-même un établissement. Et chaque boutique, chaque magasin aura son propre CSE. On va donc cumuler les niveaux. Les élections sont donc mises en place soit au niveau de l'entreprise unique, soit dans chaque établissement. Le CSE central, quant à lui, n'est pas élu, il est nommé par les CSE qui sont déjà en place dans les établissements. Ces établissements distincts donc, sont mis en place soit par accord collectif, c'est-à-dire qu'au moment de la négociation du protocole d'accord préélectoral, on va avoir la délégation syndicale qui va avec l'employeur dire celui-là il est distinct, celui-ci ne l'est pas. Donc là, peu de place pour le CSE finalement, sauf si bien évidemment le délégué syndical fait partie du CSE, ce qui permettra un débat entre élus. S'il n'y a pas de délégation syndicale, ce qui est tout à fait possible, puisque les élections professionnelles commencent à partir de 11 salariés, 11 équivalents temps plein, donc la délégation syndicale n'arrivant qu'à 50. Et des fois, au-delà de même de 50, il n'y a pas de délégué syndical nommé. Donc, dans cette hypothèse-là, la notion d'établissement distinct sera débattue avec vous-même, avec vous les élus du CSE, un accord avec le CSE. Et enfin, à défaut des deux solutions, c'est l'employeur qui déterminera, sous contrôle éventuel d'un inspecteur du travail, si l'établissement est distinct. Bon. Extrêmement important, ici, cette notion d'établissement distinct, puisqu'il y a un risque d'éclatement sur les territoires du CSE. Ou, au contraire, il y a un point de vue bénéfique pour les CSE, c'est-à-dire d'avoir un lien de proximité sur le terrain. Donc là, il faut rentrer dans la structuration de votre entreprise pour vérifier s'il y a un intérêt ou non à avoir cette notion d'établissement distinct. Voilà, globalement pour le périmètre de la mise en place des élections professionnelles. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. Après, on irait très loin. On peut attaquer, si vous voulez, sur la jurisprudence, mais dans ce cas-là, je vous séquestrerai jusque demain matin. Deuxième chose, on a une notion d'effectif pour les élections professionnelles. Les effectifs en droit du travail sont toujours calculés en équivalent temps plein. Alors, petit rappel, je pense que vous le maîtrisez, mais au cas où, l'équivalence temps plein, c'est un salarié qui travaille 35 heures par semaine équivaut pour la semaine à un ETP, à une personne temps plein. Un salarié qui est à 151h67 dans le mois ou plus équivaut à un ETP mensuel. Voilà. Dès lors que vous avez des CDD ou des temps partiels, on va proratiser ce salarié-là sur la notion d'équivalent temps plein. On fait très simple. Votre entreprise a recruté un salarié en CDD en janvier jusqu'au mois de juin, donc CDD de 6 mois à temps plein. À l'année, ce CDD équivaut donc à 0,5 ETP. Quelqu'un qui est à mi-temps dans l'entreprise, en CDI, équivaut également à 0,5 ETP. Le CSE, il est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Ça, c'est la pratique de base. Mais, petite distinction, je vous la rappelle, 11 à 50, on a ce que l'on appelle un petit CSE, en plus clair, qui exerce des missions de délégation du personnel. Et au-delà de 50, on trouve le grand CSE,
ancien CE, CHSCT, délégation du personnel, qui n'existe plus, mais on trouve d'autres missions beaucoup plus importantes dans le grand CSE. Pour la mise en place du CSE, les effectifs doivent être atteints au cours de 12 mois consécutifs. Ce qui signifie que si parmi certains d'entre vous, vous êtes dans des entreprises de moins de 50 et qu'à la date des élections, vous venez de passer à peine les 50 ETP, on ne mettra en place qu'un petit CSE et non pas un grand CSE. Ouais. Mais le principe électoral est absolument identique. Voilà. Les conditions sont donc identiques pour le renouvellement. Si vous êtes à plus de 50 ETP sur la dernière année, on met en place le grand CSE. Si vous êtes à moins, on laisse le petit CSE. Et maintenant, si jamais vous êtes passé en dessous d'un des deux seuils, en dessous de 50 ou en dessous de 11, eh bien en dessous de 50 pendant 12 mois, on ne renouvellera pas un grand CSE, mais on renouvellera un petit CSE. Donc, on va dégrader le CSE finalement. Et si jamais, malheureusement, l'entreprise est passée en dessous de 11 ETP, pendant 12 mois, il n'y aura pas de renouvellement de CSE. Voilà. Voilà pour la notion d'effectif. Cette notion d'effectif, bien évidemment, doit vous être transmise par l'employeur sur la base de données économiques et sociales et environnementales, BDESE. Voilà aussi globalement pour la notion d'effectif, qui est la deuxième notion importante en matière d'élection professionnelle. Troisième chose, une fois que l'on sait le périmètre, une fois que l'on sait si oui ou non on renouvelle, eh bien on va aller négocier un protocole d'accord préélectoral que l'on appelle communément le PAP. Alors, j'ai décidé de l'inclure dans le webinaire tout simplement parce que le CSE aura forcément un rôle de contrôle derrière, mais il est signé par la délégation syndicale dans l'entreprise si elle existe. Alors, qu'est-ce que l'on trouve dans le protocole d'accord préélectoral? On trouve plusieurs éléments. Le protocole, il est négocié par les organisations syndicales. Il y en a 3 différentes qui vont être invitées à négocier ce protocole. Pareil, c'est du droit syndical. Ici, ça, on pourra y revenir de façon plus approfondie dans l'hypothèse d'un travail en commun. Mais globalement, on a 3 grands types d'organisations syndicales qui sont invitées, y compris celles qui ne sont pas présentes dans votre entreprise. Donc, un syndicat qui n'a pas de délégué syndical chez vous peut tout à fait venir négocier un protocole d'accord préélectoral. Ça, c'est du détail au niveau CSE. Mais parmi vous, peut-être que certains sont également délégués syndicaux, donc ils maîtriseront parfaitement cette notion. Les invitations de négociation du protocole sont envoyées 2 mois avant la fin des mandats en cours. C'est l'employeur qui déclenche les élections professionnelles. Et vous avez toute une procédure complexe de délai. Je n'y reviens pas volontairement parce que c'est pareil, dans ce cas-là, je vais vous séquestrer un petit peu. Vous avez pas mal de délais. Et donc, le premier délai, c'est de savoir quand est-ce qu'on invite les organisations syndicales. Eh bien, 2 mois avant la fin des mandats. Donc, les élections professionnelles ne commencent pas au moment où on a les listes électorales, elles commencent bien avant. Le protocole, il va être très important. Encore une fois, mieux vaut bien s'entendre avec la délégation syndicale parce que ça peut avoir des impacts colossaux sur le fonctionnement de l'entreprise et de ses institutions représentatives du personnel. Il contient déjà le nombre et la composition des collèges électoraux. Ça va pouvoir être donc négocié par la délégation syndicale, y compris la répartition des sièges entre les collèges. On laisse la main à la négociation. Le Code du travail n'encadre ici quasiment pas cette répartition. Collèges électoraux qui sont au nombre de 2 ou de 3, selon que l'on intègre le 3e collège autonome cadre ou pas, ça dépend du nombre d'effectifs de cadres dans l'entreprise. Donc 2 à 3 collèges. Et dans les petites entreprises, on peut très bien aussi avoir un collège unique, un seul collège, donc tous les salariés. Le protocole à côté va également contenir les modalités
de vote. On va donc trouver en fait l'organisation pure et simple des élections, donc les dates, la mise à disposition du matériel, qui prend en charge quels frais, l'impression des bulletins, la campagne électorale, etc. etc. Voilà. Et ce protocole, il sera signé à une double majorité, un peu particulier. Il va falloir que les organisations représentatives de l'entreprise le signent, plus la moitié des personnes qui ont été présentes lors de la négociation. Bon, je n'y reviens pas, c'est du droit syndical plus que du droit CSE. Bon, pour la première partie. Deuxième chose, et j'attire votre attention, c'est donc en rouge pour qu'on ne se trompe pas, le protocole d'accord permet aux organisations syndicales, alors attention, on se comprend bien, le but n'est pas de détruire la délégation syndicale, loin de là. Le but est d'attirer l'attention sur une problématique qui pourrait arriver dans l'entreprise. Le protocole va permettre d'augmenter le nombre d'élus. Jusque-là, il me semble qu'aucun CSE ne va s'opposer à ce qu'un délégué syndical augmente le nombre d'élus CSE. S'il y arrive, c'est même tant mieux, ça permettra peut-être de résoudre des problématiques plus facilement. Vous l'avez compris, on peut l'augmenter, mais on peut aussi le diminuer. Il y a donc ici alors un rôle alors pas tout à fait de surveillance du CSE, mais un rôle peut-être de négociation avec la délégation syndicale, en expliquant que diminuer le nombre d'élus, il y a déjà tellement de travail quand on est élu qu'en enlever, c'est peut-être pas la chose la plus évidente qu'il soit. Mais ça permet également de modifier le nombre d'heures de délégation et la répartition entre les élus de ces heures de délégation. Ça veut donc dire qu'on peut diminuer ou augmenter le nombre d'élus, mais on ne peut pas diminuer le nombre d'heures de délégation. Vous deviez avoir 12 élus, vous n'en aurez que 8, mais vous allez donc récupérer les heures de délégation de ceux qui ne seront jamais élus, puisqu'on les a forcément enlevés des listes. Voilà. Ils pourront donc négocier également la répartition totalement différente des heures de délégation dans le protocole. Et chose aussi importante, dans le cadre du protocole d'accord préélectoral, on peut modifier le nombre de mandats successifs. Alors aujourd'hui, c'est très peu intéressant puisqu'on est au premier mandat CSE, mais quand on va arriver au troisième mandat, c'est la limite du Code du travail aujourd'hui. On ne peut pas normalement faire de plus de 3 mandats successifs en tant qu'élu CSE. Eh bien, si on le peut, si le protocole d'accord préélectoral prend la main sur cette problématique. Mais une petite limite, parce que ce serait trop beau que ce soit aussi simple. Vous connaissez le principe du droit du travail, c'est on peut, mais avec toujours 3, 4, 5 ou 6 mais derrière, toutes les exceptions du droit du travail. On peut donc modifier ce nombre de mandats successifs, l'augmenter, jamais le diminuer, mais que dans les entreprises de moins de 300 salariés. Dans toutes les entreprises, si vous en faites partie, de plus de 300 salariés, au bout du troisième mandat, vous serez obligé, sauf à trouver un subterfuge juridique, de laisser votre poste pendant un mandat complet à une autre personne dans les listes électorales dans l'entreprise. Voilà, ça c'est la problématique des ordonnances Macron. Et vu comment se dessinent les renouvellements de CSE, on a du mal à comprendre l'intérêt de cette disposition, puisque motiver les salariés à s'inscrire sur des listes électorales semble aujourd'hui quelque chose d'assez complexe. Donc, ça risque de bloquer au troisième mandat. Voilà. Voilà pour le protocole d'accord préélectoral. Je ne vous en dis pas beaucoup plus et je vais vous proposer une petite pause rapide de mon côté, savoir si vous aviez des questions jusque maintenant sur tout ce que l'on vient de voir. Y a-t-il des choses qui vous questionnent déjà? Oui, Kevin, j'ai une question. Sylvie Paquet, je suis formatrice à Sésame Auvergne-Rhône-Alpes. On rencontre souvent des élus, si tu veux, où les organisations syndicales viennent dans l'entreprise signer le PAP, mais ils ne sont pas au courant. Comment on pourrait obliger l'employeur, les OS, je ne sais pas,
mais qu'ils soient informés. Et quelquefois, ça passe au travers et c'est pas très dommageable. Alors, pour que le CSE soit informé du protocole d'accord, alors le protocole d'accord, normalement, il doit être publié, hein, il est rendu public par l'employeur, il doit être affiché dans l'entreprise, c'est une obligation, mais c'est bien évidemment trop tard. Voilà. La problématique en droit du travail, c'est que ce protocole d'accord préélectoral, il est véritablement réservé aux syndicats. Donc là, on va miser sur deux choses. On va miser sur la bonne volonté de l'employeur, éventuellement, mais qui ne pourra pas négocier avec son CSE, puisqu'il n'en a pas le pouvoir légal. Voilà. Ce qui peut être intéressant de faire, c'est d'essayer, dans le cadre des réunions plénières du CSE, donc dans le cadre des ordres du jour, d'essayer d'avoir une transparence à ce niveau-là, donc de faire en sorte que le CSE pose les questions à l'employeur et demande à l'employeur de faire un débriefing après chaque réunion avec les organisations syndicales. Éventuellement, on aurait là un moyen de communication. Mais je réitère ce que je viens de dire, ça repose largement sur une volonté de transparence et de communication de la direction vis-à-vis de son CS. Deuxième élément de réponse, on ne va pas forcément aller chercher l'employeur. Si vous avez dans le cadre du CSE des gens qui sont délégués syndicaux, des personnes qui sont nommées déléguées syndicales, eh bien, il faudrait peut-être essayer de les mettre d'aplomb quelque part, si on peut s'exprimer ainsi, en leur disant que la négociation qu'ils sont en train de conduire peut être, alors on va peut-être pas utiliser le mot dommageable pour le CSE, mais peut conduire à des situations complexes une fois les élections terminées. Donc, essayer d'intéresser au plus loin possible le délégué syndical à l'impact de sa négociation sur le CSE. Non, mais la problématique, elle se pose plus, en tout cas de ce que j'ai rencontré depuis 2018, avec les ordonnances et tout ça, elle se pose plus dans le fait où nous, enfin, en ce qui me concerne, j'ai rencontré beaucoup de CSE qui auraient bien aimé être associés à cette formalisation du pape et peut-être monter une liste syndicale. Et qu'ils sont passés au travers et ils sont bons pour 4 ans. Tu vois? Alors, le problème, parce que les syndicats, bon, ben, alors, je sais qu'ils ont beaucoup de travail, mais ils viennent, ils signent, ils repartent et ils ne vont pas voir les équipes. Et est-ce que peut-être, effectivement, comme tu le dis, en amont, on peut, même si ce n'est pas ceux qui vont se présenter demain, avoir ces informations donc en amont des élections pour savoir qui ils ont convoqué, avoir des coordonnées, tu vois, que les équipes puissent contacter, je ne sais pas. Alors justement, ça peut être aussi le but d'une formation, hein, une formation du CSE sur les élections professionnelles, puisque ce que je vous disais juste avant, justement, c'est que l'employeur va devoir inviter 3 types d'organisations syndicales. Et au cours d'une formation, on va identifier ces organisations syndicales qui sont invitées à négocier le protocole. Si le CSE est formé, on va dire, à cette théorie juridique du protocole d'accord, il va pouvoir identifier les organisations syndicales et éventuellement prendre contact en amont des élections avec les OS pour rencontrer les personnes qui vont venir négocier dans l'entreprise, puisqu'on peut avoir des personnes totalement extérieures qui viennent négocier, ce qui est d'ailleurs une problématique énorme. Comment une personne externe à une entreprise peut venir négocier un protocole d'accord préélectoral dans l'entreprise? Voilà, et ben c'est permis, c'est comme ça, à nous de nous adapter. Donc, il me semble que par la connaissance de la théorie du protocole, la connaissance juridique de cette négociation du protocole, on peut aller chercher les bonnes personnes pour essayer d'avoir un impact dessus. Voilà. Effectivement, la remarque était aussi pertinente, monter une liste syndicale, mais dans ce cas-là, ça suppose une volonté commune du CSE de quasiment créer un syndicat ou d'adhérer, en tout cas, de s'affilier à une organisation syndicale. Voilà, ce qui n'est peut-être pas la volonté de tous les élus CSE qui tiennent peut-être à leur indépendance syndicale, justement. D'accord. Merci. Avec plaisir. Donc nous, en fait, on est en 3 établissements en France aujourd'hui. On a eu des élections en 2018. Oui. Et donc, les CSE vont être renouvelés fin d'année. On commence à parler effectivement donc on a des représentations syndicales.
Donc, on n'a pas ce souci de discuter avec les organisations syndicales, puisqu'il y en a qui font partie. Par contre, en fait, notre direction, aujourd'hui, on a 3 CSE, parce que 3 établissements et un CSE central. Et là, dans le cadre du protocole du pape, il souhaiterait passer à un CSE unique. Donc, est-ce qu'ils peuvent le forcer? Parce que nous, on ne le souhaiterait pas. Est-ce qu'ils peuvent le forcer? Et est-ce qu'il peut y avoir comment dire, si personne ne signe, si personne ne signe l'accord, le pape, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'il y a un protocole de désaccord comme lors d'autres accords, enfin, qu'est-ce qui s'appliquera dans ce cas-là en fait, s'il y a désaccord sur ce point-là? Alors, je vais répondre en 2 temps, si vous permettez. Je comprends l'intérêt de vouloir conserver vos 3 CSE et votre CSE central, qui permet une représentation, bien évidemment, beaucoup plus pertinente des salariés de votre entreprise. Donc, Tout à fait. le but de conserver le CSE, on ne va pas revenir dessus. En revanche, si jamais vous n'y arrivez pas, vous aurez quand même ce que l'on appelle des représentants de proximité qui seront nommés. Donc, on n'aura pas non plus une absence de personnes dans les lieux de travail. Voilà. Mais ça, bien évidemment, ce sera beaucoup moins intéressant qu'un CSE par établissement. On est totalement en accord sur ce point-là. Pour le protocole d'accord, c'est le 2e temps de ma réponse. Alors, l'employeur est obligé d'ouvrir les négociations, mais n'est jamais obligé de signer. C'est toujours le principe de la négo. Comme vous en parliez, on a ce qu'on appelle un accord de désaccord. Donc, on signe en fait un PV de désaccord. C'est ce qui va se passer si jamais les organisations syndicales refusent de signer, notamment sur le point de blocage, qui semble être le cas chez vous, le point de blocage de cette répartition en établissements distincts. Dans ce cas-là, si les OS refusent de signer, le protocole d'accord est fait unilatéralement par l'employeur, sous contrôle d'un inspecteur du travail. L'inspecteur du travail, malheureusement, lui, n'a pas le choix que de qualifier d'établissement distinct ou non. Je me suis mal exprimé, pardon. Il ne peut pas faire autrement que ce que la loi lui impose, si vous voulez. Donc, dès lors que l'employeur va dire que le recrutement, que la gestion RH, que tout ce qui est niveau personnel est géré sur un point central pour tous les établissements, l'inspecteur du travail va peut-être essayer de lui faire comprendre l'intérêt, mais ne pourra pas aller en contradiction avec l'employeur. Dans ce cas-là, la seule solution, ce sera de saisir un tribunal en prenant en compte la jurisprudence. Et malheureusement, si vous avez une gestion centrale des ressources humaines, la notion d'établissement distinct commence à être difficile à faire passer. Les recrutements sont faits par établissement. Aujourd'hui, on a des responsables RH par établissement qui s'occupent des recrutements en local à chaque fois, quoi. Donc, vous êtes en établissement distinct, a priori. Je vous dis vraiment sans rentrer dans la personnalisation du propos, mais théoriquement, vous êtes en établissement distinct. D'accord. Et là-dessus, a priori, il ne peut pas revenir. Ça semble compliqué, mais rien n'est On a un DRH impossible. France aussi, mais ce n'est pas lui qui s'occupe des recrutements en local, quoi. Donc, s'il y a de l'autonomie sur le local, globalement, la notion d'établissement distinct devrait être maintenue, sauf à ce que les syndicats signent quelque chose de contraire. D'accord. OK, merci. Et à vous de motiver aussi vos délégués syndicaux sur ce point-là, en essayant de dire… Ça, on n'a pas de souci là-dessus, puisqu'ils font partie des élus, donc ils sont bien motivés. Ils sont motivés. Voilà. Alors après, là, on rentre vraiment dans les problématiques aujourd'hui du droit du travail et de la négociation sociale. Le CSE est un peu en dehors de la négo sociale, puisque c'est la délégation syndicale. Et là, c'est les techniques de négociation pour faire plier les employeurs sur certains points d'accord du pape. Ce qui risque éventuellement de se passer, alors je ne connais pas vos élus, je ne suis pas dans votre entreprise, mais ce qui peut se passer, c'est que l'employeur va demander des concessions sur d'autres points. Voilà. Nombre d'élus notamment. Ils diront maintien, mais moi je veux ça, ça et ça en contrepartie. OK, merci. Mais vous aurez un accord. Voilà. Avez-vous d'autres questions, suggestions, remarques, questions, volontés diverses et variées? Non, c'est bon? Eh bien, je reprends le cours de mon développement, si vous voulez. On va passer à l'éligibilité dans l'entreprise. Question, qui est électeur? Qui est éligible? Et alors, ici, avec une grande supercherie de notre jurisprudence sociale adorée, avec un désaccord entre tribunaux, vous allez voir, c'est totalement magique, c'est le droit du travail français. Alors,
Éligibilité, on va parler des listes électorales, qui peut s'inscrire, etc., etc. Alors, première chose, on a déjà une liste par collège. 2 collèges, 2 listes, et devrais-je dire plutôt 2 collèges, 4 listes. Pourquoi? Parce que nous avons une liste à chaque fois titulaire et une liste suppléant. Tout simplement. 3 collèges, 6 listes. D'où des fois la complexité de réussir à remplir les listes aussi. Ça, c'est toute la problématique de la motivation qu'il faut insuffler aux gens pour s'inscrire sur une liste électorale pour prendre un mandat dans l'entreprise. Donc, une liste titulaire, une liste suppléant et le tout par collège. Cette liste ne présentera jamais plus de candidatures que le nombre de sièges à pourvoir dans l'entreprise. Vous avez 10 sièges à pourvoir, la liste contient 10 noms. Donc 10 titulaires, 10 suppléants. Non pas 11, non pas 12. Le premier tour des élections, donc les premières listes, ce premier tour est réservé aux organisations syndicales qui sont les mêmes que celles qui ont été invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral. Donc, ne peuvent s'inscrire sur ces listes-là, globalement, que des gens qui sont choisis par le syndicat. Donc là, vous allez retrouver, pareil, une multiplicité de listes. Chaque organisation syndicale va présenter une liste où vous allez avoir des fois des alliances syndicales sur les listes, le but étant de prendre un maximum d'élus titulaires. Et alors là, on a pareil, je vais passer rapidement, mais juste vous expliquer quand même, parce que la jurisprudence, on doit avoir 30 arrêts, tous incompréhensibles dessus. Sur ce point-là, pas incompréhensible, mais très très compliqué dans la démarche. Ces listes au premier tour doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes. C'est ce qu'on appelle le critère d'altérité sexuelle. Donc, c'est un homme, une femme, ou une femme, un homme. Le tout en fonction de la part de chaque sexe dans l'entreprise. Voilà. Si vous n'avez pas compris, rassurez-vous, c'est normal. C'est fait pour que tout le monde ne comprenne rien. Je vous prends un exemple simple. Vous avez sur une équipe de 10, un homme, 9 femmes. Eh bien, dans cette hypothèse-là, vous aurez sur votre liste électorale une femme, un homme, et que des femmes ensuite, puisque vous avez 10%, vous avez compris, de personnes, hommes dans l'entreprise, de sexe masculin dans l'entreprise. Du coup, on va reprendre ce pourcentage-là dans les listes et on va l'appliquer. Mais ça, c'est uniquement pour le premier tour des élections. Donc ça, si vous voulez, c'est, pour parler langage courant, non soutenu, c'est la tambouille des organisations syndicales qui vont se débrouiller sur ce point-là, enfin se débrouiller, tenter de faire quelque chose de correct sur le point-là. Énormément de jurisprudence, donc énormément de décisions de justice sur ce point-là, et bien évidemment, plus on va renouveler les institutions, plus ce point-là va commencer à continuer à faire parler de lui en tout cas. Au deuxième tour des élections, les listes sont libres, donc pas besoin d'être présentées par une organisation syndicale sur la liste, et donc il n'y a pas ce critère de listes alternatives sexuées. Voilà. Mais le premier tour, véritablement obligatoire. Ce qui suppose bien évidemment que les syndicats puissent connaître la répartition homme-femme dans l'entreprise et puissent présenter des listes conformes à tout cela. Le CSE veillera bien évidemment au principe de respect de l'égalité homme-femme dans l'entreprise. Voilà. Voilà pour la liste. Deuxième chose, pour l'électorat. Qui est électeur dans l'entreprise? Très bête, celui qui est salarié de l'entreprise. Par définition, si vous n'êtes pas salarié de l'entreprise, vous n'êtes pas électeur, sauf dans l'hypothèse où le salarié est mis à disposition, mais dans certaines conditions. C'est l'exemple classique des cantines qui seraient gérées par un prestataire extérieur, mais dont les salariés sont quasiment rattachés à votre établissement. Eh bien, dans ce cas-là, au bout d'un an d'ancienneté, ces salariés-là, ces gens-là, deviennent électeurs dans l'entreprise. Attention des fois aussi aux intérimaires. Ça peut poser des problématiques particulières sur les listes. Sur la prise en compte aussi au niveau du nombre d'ETP.
Je vous rappelle qu'un intérimaire n'est pas salarié de votre entité, mais est salarié de l'agence d'intérim. Deuxième chose, sont électeurs tous ceux qui sont âgés de minimum 16 ans, voilà, qui ont 3 mois d'ancienneté. Donc, si vous venez d'arriver et que les élections, c'est demain, vous ne votez pas. 3 mois d'ancienneté. Et quatrième chose, qui bénéficie de l'intégralité de ses droits civiques, donc qui n'a pas fait l'objet d'une décision de justice le privant des droits civiques. Ça, ce sont les critères pour être donc électeur. Ces critères-là sont quasiment copiés-collés pour être éligibles, mais quelques petites différences. Il faut être salarié pour être éligible, donc pour pouvoir s'inscrire sur les listes de candidature. Voilà. Mais il faut avoir cette fois-ci 18 ans, condition de majorité. C'est le même principe que des élections dans n'importe quel, de n'importe quel type en France. Le droit électoral impose la majorité du candidat. Il faut cette fois-ci avoir une expérience, une ancienneté d'1 an dans l'entreprise. Donc de 3 mois, on passe à 1 an. Ce qui va avoir une conséquence importante, qu'on ne voit pas forcément tout de suite, mais qui en pratique apparaît. Très rares sont les salariés élus quand ils sont en CDD, par définition. Puisque des CDD de plus d'1 an, alors il y en a, un remplacement de congé maternité, etc., ça pose des problématiques particulières, mais 1 an d'ancienneté, beaucoup de CDD ne montent pas à cette année d'ancienneté, ce qui veut dire qu'on a peu d'élus CSE qui sont en CDD, mais rien d'impossible. Encore une fois, il doit bénéficier de ses droits civiques, même principe, et on a ajouté une condition, il ne doit avoir aucun lien de parenté, aucun lien familial ou aucun lien de proximité avec l'employeur. Donc, dans le Code du travail, vous trouvez globalement une disposition qui vous dit que les ascendants, les descendants, les frères, les sœurs de l'employeur, eh bien, ne sont pas éligibles, ce qui vous semblera totalement normal. Voilà, on ne peut pas être jugé parti. Ça peut être compliqué. On pourrait s'arrêter là, mais on ne va pas s'arrêter là, puisque la jurisprudence, alors c'est le deuxième point du slide, la jurisprudence est venue poser un autre principe. Sont exclus, cette fois-ci, de l'électorat et de l'éligibilité. Donc, ne sont ni électeurs ni éligibles 2 types de salariés. Ceux qui ont une délégation de pouvoir de l'employeur qui permet de les assimiler au chef d'entreprise. Alors, je reprends l'exemple de tout à l'heure. On a 3 établissements. On a un DRH central, mais on a certainement des RRH par établissement, puisqu'on a un recrutement possible par établissement. Eh bien, dans ce cas-là, c'est très simple, les RRH sont assimilés à l'employeur. Donc, eux ne sont ni électeurs, ni éligibles. Mais attention, ils rentrent en compte dans le calcul des ETP, des équivalents temps plein. Donc, votre DRH, il est salarié, il vaut 1 ETP, mais il n'est ni éligible, ni électeur. Il y a cette petite distinction. Et deuxième chose, toutes les personnes qui vont pouvoir représenter l'employeur devant vous, hein, en tant que CSE, tous ceux qui ont un pouvoir de faire les réunions CSE, ne peuvent être ni électeurs ni éligibles. On le comprend totalement, juge et partie, c'est impossible. Ça, c'est une jurisprudence de la Cour de cassation. La Cour gratifie cette jurisprudence-là, on en est fort aise, on se doute bien qu'on ne peut pas être directeur et électeur et éligible. Je ne vais pas, en tant que DRH, être moi-même candidat aux élections professionnelles. Ça semble assez compliqué. Sauf que le Conseil constitutionnel n'est pas d'accord. Voilà. Il y a eu une question prioritaire de constitutionnalité sur l'article du Code du travail qui a donné lieu à cette jurisprudence-là. Et le Conseil constitutionnel a dit « ça vient priver un salarié d'une liberté fondamentale ». Théoriquement, alors je vous le dis théoriquement parce que c'est comme d'habitude, l'article qui pose problème doit être réécrit avant la fin de l'année 2022. On a normalement en date butoir octobre 2022. À voir comment ça va être réécrit. Donc, j'ai envie de vous dire, jusqu'octobre 2022, tous ceux qui sont visés par la jurisprudence sont exclus. Au-delà d'octobre, eh bien, quid de la réponse? Voilà.
Donc là, ça pourra poser quelques problématiques à ce moment-là, puisque au-delà d'octobre, si un RRH vous dit ben, « je suis électeur », pourra-t-on l'en empêcher? Affaire à suivre. Voilà. Bien évidemment, nous ne manquerons pas de vous informer par divers moyens des suites à donner sur ce point-là. Et puis, autre chose extrêmement importante, si une personne qui n'a pas le droit de s'inscrire sur les listes s'inscrit, 3 jours à compter de la publication pour agir sur la liste électorale, pour essayer de contredire la liste électorale, donc 3 jours pour agir devant le tribunal judiciaire. Si dans les 3 jours, il n'y a pas de contestation judiciaire qui a été élevée, la liste est considérée conforme. Délai extrêmement court, ce qui ne permet pas des fois d'avoir un véritable temps de vérification sur les liens, etc., au moment de la publication de la liste. Mais c'est comme ça. Le but est d'éviter de remettre en cause trop tardivement un processus électoral. Voilà pour cette partie-là. Eh bien, écoutez, je vais passer donc au 5e point de ce webinaire, qui sera donc le dernier point. C'est le déroulement du vote, donc tout ce qui va se passer au véritable processus, cette fois-ci électoral, dans le dur, dans le vif du sujet. Ça y est, on y est, on a négocié le pape, on va y aller. Demain, ce sont les élections, une urne, comment ça se passe? Ouais. Alors, le scrutin. Le scrutin, on a un tour ou 2 tours. Bien souvent, dans la pratique, on a 2 tours. Voilà. Alors, il y a une petite histoire dans ces 2 tours de scrutin de ce que l'on appelle le quorum. On doit avoir un quorum au premier tour des élections. Donc, je vous rappelle, premier tour, seules les organisations syndicales présentent des candidats. Il va falloir qu'il y ait au moins la moitié du nombre d'inscrits qui se déplacent pour voter, pour avoir le quorum. Dans ce cas-là, le premier tour est validé. On prend les listes électorales, alors pas les listes candidats, les listes électorales, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont le droit de voter dans l'entreprise. On divise par 2 et on regarde si au moins la moitié s'est déplacée pour voter. Alors attention, on parle de bulletins valablement exprimés, donc on ne prend pas en compte les blancs et les nuls. Très discutable, encore une fois, mais ça, c'est comme ça, c'est l'état actuel du droit. Donc, si sur 100 personnes, j'ai 59 bulletins exprimés, théoriquement, mon quorum est bon. Mais il faut que je regarde dans les bulletins si j'en ai au moins 50 qui sont des votes valablement exprimés. Donc, je ne dois pas avoir plus de 9 bulletins blancs ou nuls sur mes 59 bulletins. Alors, théoriquement, c'est même 8, puisqu'il nous faut 51 bulletins pour atteindre le quorum. Voilà. Dans ce cas-là, mon premier tour est validé. Et si j'ai tous mes sièges qui sont pourvus au premier tour, j'ai le quorum, le nombre de sièges, on s'arrête là. Très rarement le cas dans les entreprises. Si je n'ai pas le quorum, pas de titulaire, pas d'élu, on passe au deuxième tour automatiquement. Et si j'ai le quorum, mais qu'il me manque des sièges à pourvoir, deuxième tour également. Deuxième tour qui a lieu dans un délai maximal de 15 jours après le premier. Voilà, on a un délai très court sur le deuxième tour. Voilà. Avec cette fois-ci, vous l'avez tous compris, des candidatures totalement libres. Voilà, n'importe qui peut se présenter. Alors, toute petite chose extrêmement importante, mais ça ne concerne pas le CSE, ça concerne le processus électoral, mais on ne peut pas en parler. Le premier tour sert à calculer la représentativité syndicale. Voilà, les fameux 10% que doivent avoir les délégués syndicaux dans l'entreprise. Voilà. Donc, même s'il n'y a pas le quorum au premier tour, on aura quand même un procès-verbal électoral, puisque c'est celui-ci qui nous permettra de nommer la délégation syndicale. Enfin, qui permettra aux syndicats en tout cas. Nous, ça ne nous permet rien du tout. Mais voilà. Autre chose extrêmement importante, le vote physique doit être privilégié. Ça peut être très compliqué, notamment dans les périodes actuelles, hein, sans doute. Voilà. Le vote par procuration est interdit en matière d'élection professionnelle.
Et le vote par correspondance est possible, mais doit être prévu dans le protocole d'accord préélectoral. En revanche, l'employeur ne peut pas imposer le recours au vote par correspondance. Il doit toujours laisser le principe de vote physique en principe de base. Voilà. C'est assez théorique, puisque dans les entreprises qui sont particulièrement éclatées sur le territoire, eh bien, il est souvent difficile d'organiser des élections ou alors des entreprises qui ont recours à une main-d'œuvre tournante. Alors, tournante, je m'explique, beaucoup de travailleurs précaires, c'est-à-dire quelques heures par-ci, quelques heures par-là. On va avoir beaucoup de mal à mobiliser les collaborateurs. Donc, bien souvent, les protocoles vont prendre la main en disant le vote à distance nous permettra d'avoir plus de votes. Voilà. Mais le principe reste le vote physique. Sur ce vote-là, l'employeur qui met à disposition tout le matériel. Voilà. Urne, isoloir, etc., salle, voilà. Tout a lieu en interne dans l'entreprise, bien évidemment. Alors, pareil, je n'y reviens pas, mais alors le vote à distance, attention, il y a un cadre légal bien précis et l'employeur doit le respecter totalement. Contrôle ici à faire, bien évidemment. Tout vote, quel qu'il soit, doit respecter les règles du droit électoral. Alors là, on sort du droit du travail, on prend le code électoral, on le copie, on le colle, on l'intègre dans l'entreprise, ni plus ni moins. Donc, vote à bulletin secret, pas de pression sur les candidats, l'employeur ne doit pas être dans la salle en train de surveiller avec un fusil à la main en disant je veux pas la CGT. Exemple, j'ai rien contre les autres syndicats ou contre la CGT, mais c'est vraiment l'exemple. Pas de pression quelle qu'elle soit. Sur la propagande électorale, pareil, l'employeur a le droit d'interdire tout ce qui est dénigrement ou abus de la liberté d'expression, mais certainement pas d'interdire la propagande. Et bien évidemment, il n'a pas le droit de favoriser un candidat. Ça vous semblera logique. Le petit protégé de l'employeur ne sera pas favorisé par rapport au délégué syndical mal aimé par l'employeur. Ouais. Le dépouillement et les résultats sont publics, donc prononcés publiquement. C'est important. Alors, j'ai mis la présidence du bureau de vote. J'étais moi-même pas d'accord avec le mot que j'ai utilisé. La schizophrénie, il faut y faire attention, mais c'est pas la présidence du bureau de vote. Vous avez le président et les assesseurs d'un bureau de vote, mais globalement, c'est le bureau de vote. Ce ne sont pas des représentants de l'employeur qui le tiennent, ce sont des salariés de l'entreprise qui n'ont pas de lien de pouvoir avec la direction. Donc, un DRH ne peut pas présider un bureau de vote, par définition. Voilà. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh bien, vous avez rédaction d'un procès-verbal à chaque étape de l'élection, donc au premier et au deuxième tour, soit un PV d'élection, soit un PV de carence, tout à fait possible. Alors, carence, il y en a plusieurs. Il n'y a pas eu le quorum, donc on aura une carence, mais il y a quand même un PV qui est fait. On peut aussi avoir une carence de candidat, personne ne se présente, mais il y a quand même un PV qui doit être signé et qui est transmis à la DRETS. DRETS, qui est donc le nouveau nom de la directe, donc le nom de l'inspection du travail, et qui est donc aujourd'hui transmis par voie dématérialisée. Donc en ligne, on fait le clic. Important, c'est à ce moment-là, c'est au moment du PV, où toutes les remarques sur la régularité des élections doivent être inscrites. C'est-à-dire que même si les élections sont irrégulières, le PV part à l'adresse. Il y a obligation de faire le PV, mais avec toutes les remarques d'irrégularité de l'élection. Voilà. Et une fois que l'on a fait tout ça, quelques conséquences pratiques. La contestation d'une élection, c'est un délai de 15 jours à compter de la proclamation des résultats. C'est très court et c'est 15 jours, ni plus ni moins. Au-delà de 15 jours, on considère que tout a été régulièrement fait. Le CSE élu, eh bien évidemment, ça va permettre une représentation du personnel. C'est bon, on a passé ce cap, on y est. Voilà, donc nouvelle équipe constituée. Alors, ce n'est pas forcément tout de suite où on sabre le champagne, puisque nouvelle équipe qui dit nouvelle façon de fonctionner, nouveau règlement intérieur du CSE, nouvelle problématique, une nouvelle cohésion de groupe à créer. Voilà, toutes les problématiques particulières de CSE sur lesquelles on peut vous accompagner. On a également la protection des salariés qui se mettent en place. Dès que les résultats sont proclamés, les salariés deviennent protégés. Mais en réalité, si vous êtes candidat, vous êtes protégé dès
l'inscription de votre nom sur la liste de candidature, protection fonctionnelle, hein, voilà, ici. Donc, vous savez, hein, la protection, ça veut dire que l'employeur, pour vous virer, eh bien, c'est l'inspecteur du travail qui va finalement décider, non plus l'employeur. Voilà, c'est cette fameuse protection. On a le droit à la formation dès qu'on est élu. Même si on a déjà été élu, cette formation peut être réitérée. Formation économique et sociale de 5 jours, financée par le CSE. Et la formation santé, sécurité et conditions de travail de 3 à 5 jours en fonction de la taille de l'entreprise, financée celle-ci par l'employeur. 2 niveaux de formation, un premier mandat, deuxième mandat, donc niveau 1, niveau 2, sur les 2 types de formation qui permettent donc aux élus la compréhension, hein, du fonctionnement du CSE et puis des tenants, des aboutissants, compréhension du droit du travail, etc., de la santé, hein, surtout de la sécurité des collaborateurs. Et puis, bien évidemment, bien, quand on a le PV d'élection, ça permet la mise en place de la délégation syndicale derrière, qui sera nommée par les organisations syndicales. Donc, ce n'est pas neutre non plus. Le CSE permet la présence dans les entreprises de plus de 50 salariés d'une délégation syndicale et donc, normalement, d'une négociation collective. Voilà, et voilà ce que l'on peut vous proposer comme type d'accompagnement de formation selon vos besoins, notamment, alors, formation sur la préparation des élections. Vous avez compris qu'ici, on n'était que sur un petit webinaire d'une petite heure et que, bien évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'entreprise. Hein. Vous avez compris au travers de questions posées que, élection, établissement distinct ou non, comment je fais pour savoir ce que les OS négocient, est-ce que je peux intégrer telle ou telle chose dans le protocole? Vous voyez, des questions très complexes où la jurisprudence anime beaucoup le débat. Voilà. Et puis les niveaux ensuite de formation pour comprendre et mener efficacement sa mission d'élu dans l'entreprise, qui est, je vous le concéderai, une mission bien complexe qu'être élu aujourd'hui dans l'entreprise, mais rien d'insurmontable. Voilà pour les éléments sur ce petit... Pardon, j'avais un problème de son, oui, effectivement. Voilà, vous en aviez assez de m'entendre, le micro, s'il vous plaît. Voilà, alors si vous avez des questions, bien évidemment, je vous en prie encore une fois, n'hésitez pas. Vous avez nos adresses mail, enfin, moi, l'adresse mail de Sésame Grand Est sur la formation, donc mails qui me seront transmis si vous avez des questions postérieurement, des informations, des demandes particulières. N'hésitez surtout pas à nous poser toutes vos questions. Voilà. Si vous voulez les poser maintenant, bien évidemment, vous le pouvez. Nous, on nous propose un vote numérique. Est-ce que c'est considéré comme du vote par correspondance? Alors non, le vote numérique que vous avez, ça doit être, il n'est pas par correspondance, c'est-à-dire que au lieu de mettre le traditionnel bulletin dans l'urne, on vous propose au bureau de faire le vote par le biais de l'outil informatique. C'est ça. Et alors, comment se compose un bureau de vote? D'un président et de 2 assesseurs minimum. Ouais, mais voilà. Ils ne sont pas virtuels. Alors là, vous aurez quand même un président et 2 assesseurs qui s'assureront tout au long de la journée ou de la période d'élection de la régularité du processus. Voilà, que l'employeur n'a pas pu intervenir, modifier les résultats, qu'on a bien une sécurisation des données, etc., etc. Donc, il faut qu'ils aient accès à l'outil, quel qu'il soit, en fait. Enfin, oui. Je sais pas. Oui, tout à fait. Il faut une transparence totale. Ouais. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Voilà. Alors, j'ai eu aussi une question, je vous en prie, pardon, une question écrite. Nous adressons ce petit diaporama à ceux qui en font la demande sans problème. Si vous voulez mettre le nom en commentaire ou nous envoyer un petit mail, hein, le retour sera fait avec cette petite présentation. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, il est donc midi. Alors, avant de vous souhaiter une bonne journée, je vous souhaiterai d'abord un bon appétit. Voilà. Et donc, à disposition pour toutes les questions futures que vous pourriez avoir et toutes les possibilités d'accompagnement que le réseau Sésame peut vous proposer. Voilà. Bonne journée à vous tous.
Au revoir, Kevin. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne Au journée. revoir. Salut.